Toute la première partie de notre intervention va être en fait une série de constats sur les changements en cours au niveau du digital que nous en agence on vit très très fortement et qui ont un impact du coup à la fois dans l'organisation, dans les projets, dans les campagnes qu'on gère pour nos clients. Et donc c'est aussi pour ça que ce matin on a fait venir Franck avec nous, donc on va faire une rapide présentation juste après qui pourra témoigner d'un changement, d'un pivot dans le fonctionnement notamment social media dans le cadre de MCO Mutuel. Le hashtag pour pouvoir, comme d'habitude, interagir si vous souhaitez poser des questions, relayer, et donc voilà, interagir autour du sujet, c'est Digital Breakfast. Donc voilà, on vous laissera interagir là-dessus. Alors on vous promet pas de répondre pendant, puisque ceux qui tweetent en général sont ceux qui parlent dans cette conférence. Alors très rapidement, qui on est, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une agence digitale qui est implantée donc à Lille historiquement depuis 2009. Donc notre job à nous, c'est de concevoir des stratégies pour nos clients et de digitaliser, enfin d'accompagner la digitalisation du parcours client à différents niveaux, tant en communication qu'en marketing. Voilà, donc c'est assez large. Et sachant que notre philosophie à nous, c'est d'éviter de produire, de générer du bruit et d'en ajouter à ce qu'il y a déjà comme bruit sur Internet, d'essayer de créer un petit peu de sens dans tout ce que les marques font en termes de communication et de marketing. Donc 5 métiers, je vais les faire très rapides. La stratégie, donc on accompagne hors identité et plateforme de marque, on accompagne les entreprises sur leur stratégie digitale à différents niveaux de levier, d'action, etc. On fait également de la formation forcément, mais ça Christelle en parlera tout à l'heure. On accompagne aussi les marques sur leur storytelling, c'est-à-dire définition de stratégie éditoriale, de discours de marque notamment, et puis de brand content. Le design, évidemment, comme beaucoup d'agences, avec certaines compétences qu'on n'intègre pas. Le code, donc la partie développement. Et enfin, évidemment, l'animation de plans d'action à l'année pour certains clients. Et donc la gestion de campagne et de dispositifs. Les intervenants, du coup je vais commencer, puis après je passe la main à Franck. Donc voilà, je suis le fondateur de Nice to Meet You, je m'occupe de la partie stratégie au sein de l'agence. Et puis en l'occurrence, Franck qui est avec nous va se présenter. Alors, bonjour à tous, Franck Maréco, moi je suis en charge du digital chez MCO Mutuel. Donc j'interviens sur 3 grands sujets, donc toute la partie web. Derrière on va entendre tout ce qui est création de sites, animation, etc. et toute la stratégie de référencement, SEO, SIA et la vente en ligne derrière. Également social media, donc quels réseaux sociaux on a investi, pour y dire quoi, pour y faire quoi, et toute la e-réputation de la marque. Et enfin toute la partie comme client online, donc tout ce qui va être emailing, newsletter, etc. Ouais. Et donc on va passer la main à Camille. Ah bah t'as un micro, super, vas-y. Bonjour à tous, donc je suis consultant digital chez Nice to Meet You. Je suis plus spécialisé dans la partie trafic, acquisition de trafic, alimentation du trafic et tout ce qui est mécanique inbound marketing notamment. Voilà, donc les sujets dont on va vous parler aujourd'hui, et on va essayer d'être efficace, parce qu'à Paris on a tenu 1h30, donc là on va essayer de la faire tenir en 45 minutes, ça va être un gros challenge. Bon, il y avait beaucoup de questions, donc forcément. 6 sujets, ça c'est ce qu'on vous développera juste après, donc vous avez un aperçu, je ne vais pas m'attarder pour l'instant dessus, c'est juste pour vous chapitrer un petit peu les approches qu'on va vous proposer, en précisant bien quand même qu'on parlait de 6 stratégies, c'est pas forcément que des stratégies, mais c'est aussi des pivots culturels et organisationnels qu'on va vous évoquer. Vous le verrez, c'est pas uniquement des aspects stratégiques. Alors, quel est le constat en fait qu'on fait nous dans notre métier, et il n'y a rien de transcendant à le dire, c'est qu'aujourd'hui les plateformes numériques sont en train de façonner notre vie au quotidien, à plein de niveaux. Et notamment, un exemple qui est assez frappant, c'est au niveau des investissements publicitaires. Je ne sais pas si vous connaissez la répartition des investissements publicitaires en digital aujourd'hui, mais aujourd'hui 84% du paid media en numérique, il est trusté par 2 entreprises. C'est-à-dire que tout l'argent des investisseurs, des entreprises, des annonceurs et des agences, en tout cas 84% part chez Facebook et chez Google aujourd'hui. Donc déjà on voit bien qu'il y a une forte concentration des efforts des marques au niveau des plateformes. Ça c'est le premier élément. Et puis il y a un challenger qui est en train d'arriver depuis un certain temps, et je pense que certaines et certains d'entre vous pourront deviner qui c'est. Et je parle bien, attention, d'investissement marketing sur de l'acquisition de trafic, sur de la promotion de produits, etc. Il s'agit d'Amazon Marketing Service. Amazon Marketing Service, il y a encore quelques années en arrière, on n'en parlait pas trop. Et depuis un certain temps, pour certains de nos clients, bon, évidemment, quand on est dans un process e-commerce, hein, je précise, et notamment marketplace, les moyens de promotion produit, de sponsorisation, de display, etc. commencent à apparaître sur cette plateforme et à être utilisés par certains de nos clients, avec des budgets de plus en plus importants. Donc on constate un déport, par exemple, de campagnes AdWords vers des campagnes d'annonces sur Amazon,
par exemple. Et on obtient globalement des meilleurs résultats avec des coûts à peu près similaires au CPC. Voilà, donc il y a cette plateforme, et de toute façon les chiffres le montrent, il y a une croissance constante des investissements des annonceurs sur cette plateforme depuis un certain temps. Donc pour résumer en fait ce qui se passe, c'est ce que je vous disais juste avant, en fait globalement nos parcours et points de contact dans notre expérience client sont en train de se concentrer au quotidien. Je pense qu'on le vit tous. Il y a des grandes actions, des grands usages qu'on fait au quotidien dans notre vie qui commencent globalement à être centrés sur quelques plateformes principales. Si on prend la recherche, évidemment, en France, c'est Google qui absorbe l'essentiel. Et puis vous avez la recherche vocale qui est en train de monter très fortement depuis un certain temps, avec Siri, Cortana et autres. Vous avez tout ce qui est autour de l'interaction sociale, nouer un réseau, échanger, interagir avec des proches et avec différentes personnes dans son réseau. Donc vous avez les plateformes sociales qui sont ici. Si je veux regarder de la vidéo aujourd'hui, il y a un peu des évidences au niveau des plateformes. Si je veux acheter, c'est pareil. De plus en plus, il faut le voir, aller sur Amazon, c'est un réflexe pour beaucoup de monde, parce que c'est simple. En fait, c'est une question de commodité. Voilà, donc on retrouve aujourd'hui en France, par exemple, le top, c'est Amazon, évidemment, qui trust l'essentiel, et puis vous avez Cdiscount, la Fnac, et puis les ventes privées qui, derrière, continuent à lutter et à quand même à garder des bonnes parts de marché. Et puis enfin, lorsqu'il s'agit de se déplacer ou de voyager, c'est pareil, il y a aussi aujourd'hui des gros réflexes, et puis vous avez même, pour vous dire à quel point la croissance de ces plateformes peut faire peur, vous avez Accor Hotel qui a annoncé qu'ils revendaient tous leurs hôtels. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était il y a 2-3 semaines. Ils ont prévu stratégiquement de revendre l'ensemble de leur parc d'hôtels, parce que pour eux, Airbnb est en train de transformer le marché. Voilà, donc et ils se recentrent sur uniquement 5% de leur activité. Ils vont garder que 5%, qui est sur le tourisme de luxe. Voilà, donc il y a aussi, on voit des gros changements fondamentaux au niveau des plateformes et des marques et des entreprises. L'autre facteur qui est en cours et qui forcément qui nous impacte directement, c'est que le mobile, ce n'est plus une innovation. Avoir une marque qui propose une expérience mobile réussie, ce n'est plus du tout une innovation aujourd'hui. Si vous considérez ça comme une innovation, c'est que vous êtes en retard. Le mobile, normalement, c'est déjà intégré dans tous les dispositifs. Pourquoi ? Eh bien parce que, je précise quand même un point, il y a les particularités françaises dans l'histoire. Dans le monde, à l'échelle mondiale, le trafic de l'Internet mobile a dépassé le trafic de l'Internet sur desktop. Ça, vous avez dû en entendre parler. En France, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça, c'est quand même important de le dire, c'est en cours de rapprochement, mais ça devrait prochainement, du coup, se croiser, et donc le mobile devrait reprendre le dessus. Mais on va voir justement après qu'il y a d'autres facteurs, notamment liés au mobile. Il n'y a pas que la question du trafic, il y a la question aussi du contexte algorithmique et des plateformes. Donc les algorithmes de ces fameuses plateformes, aujourd'hui, ont le droit de vie ou de mort sur ce qui se passe, et sur les gens, et sur les marques qui y sont présentes, et sur les médias aussi. Donc évidemment, vous avez par exemple, pour donner quelques exemples, vous avez tous ce qu'on appelle les small tubers sur YouTube, qui il y a quelques temps ont eu une mauvaise surprise, c'est qu'ils se sont fait démonétiser leur chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Tous ceux qui sont en dessous d'un certain volume de vues par vidéo ont été bloqués. En fait, la monétisation n'est plus disponible. YouTube a mis en place de nouvelles règles. Donc forcément, vous avez toute une grogne qui est montée chez les small tubers en disant que ils font beaucoup d'efforts pour produire du contenu de qualité, et que du jour au lendemain, ils ne peuvent plus en vivre. Ou en tout cas, en obtenir quelques centaines d'euros par mois. Vous avez aussi des pages comme Nordpress, mais vous avez plein d'histoires comme ça ces derniers temps, de pages Facebook qui sont fermées de façon unilatérale par Facebook. Nous, on a eu un partenaire qui du jour au lendemain s'est vu du coup fermer blacklister son IP un soir de la semaine, et il avait 50 opérations en cours sur Facebook. Donc du coup, les 50 OP, boum, down en une soirée. Et heureusement, on l'a mis en relation avec un directeur de compte Facebook qui a résolu le truc le lendemain. Parce que sinon, ils avaient été blacklistés. On ne savait pas trop pourquoi, on n'a pas eu l'info, mais voilà. Donc vous avez toutes ces choses-là qui se passent. Vous avez aussi, évidemment, si on continue de parler de plateforme et qu'on revient sur Amazon, des fonctionnements algorithmiques sur ces plateformes qui font que si vous n'êtes pas en phase avec les facteurs qui permettent de se positionner, vous allez passer à côté, voire ne jamais vraiment émerger, en fait. Donc si on prend par exemple Amazon, les facteurs de positionnement Amazon, c'est vraiment synthétique, mais si vous êtes vendu par Amazon, c'est-à-dire si vous êtes vous vendez vos produits et c'est eux qui les redistribuent et les vendent, alors vous avez plus de chances d'être mieux positionné. Donc déjà ça, vous voyez, la plateforme se met quand même un avantage par rapport aux autres. Si vous êtes éligible à Prime aussi, donc c'est pareil, encore un avantage qu'il faut avoir sur le reste. Et puis si vous faites des discounts, c'est la valeur du discount que vous faites qui va faire que vous allez aussi mieux vous positionner. C'est 3 exemples qui montrent un peu l'importance du coup de l'algorithme et de la plateforme.
voilà, ils ont quand même un avantage en termes de positionnement sur votre marque. Un truc qui s'est passé il y a quelques jours, mais qui arrive tout le temps, en fait. Tu peux peut-être nous en parler, Camille, rapidement? Ouais, chez Google, il y a deux choses à savoir. C'est que déjà, aujourd'hui, quand l'algorithme évolue, ils vont vous dire, au fait, ça sert à rien d'essayer de trouver une solution. Il n'y a pas de solution pour corriger l'algorithme qui vient de sortir. Clairement, laissez-vous faire. Et puis, si vous chutez, vous chutez. Il n'y a pas de correctif, donc ça sert à rien de gesticuler pour rien. La deuxième chose à savoir, c'est que ce que dit Google, c'est que son algorithme, il est sans cesse en évolution. C'est-à-dire qu'avant, on avait Pingouin, on avait Panda, etc. qui sortaient, et on essayait de corriger les failles pour s'adapter à l'algorithme. Aujourd'hui, l'algorithme, il évolue constamment. Donc, c'est plus une date butoir. Là, par exemple, en une semaine, on a eu 3 mises à jour d'algorithme, dont 2 importantes. Une, on ne peut rien faire, on ne sait pas ce qui se passe, entre guillemets. La deuxième, c'est l'index mobile first qui a été déployé officiellement. Et là, il y a un deuxième correctif qui a été déployé récemment. Encore une fois, on n'a pas de visibilité sur les possibles correctifs à faire. Voilà, donc ça, vous voyez, les choses changent et il y a une certaine opacité des algorithmes aussi, même si évidemment tout le monde est capable de sortir une analyse en SEO notamment. Certains gros sites et certains consultants sont capables de sortir des analyses assez poussées, mais ça c'est pas assez clair. L'autre élément aussi vraiment clé dans les changements en cours, c'est que pendant plusieurs années, Facebook a grappillé des places en tant que source de trafic pour les sites internet, et notamment beaucoup pour certains médias. Et puis là, depuis quelques mois, et c'est en chute libre en termes d'apport de trafic, c'est lié évidemment au fonctionnement même de la plateforme de Facebook, qui fonctionne de plus en plus en cercle fermé, où on évite de faire sortir les utilisateurs. Et puis à côté de ça, vous avez Google qui progresse énormément en termes d'apport de trafic pour les sites. Donc en fait, pendant un moment, on vous a dit utiliser beaucoup les réseaux sociaux pour générer du trafic complémentaire. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse qui est en train de se produire, c'est-à-dire que les réseaux sociaux commencent à redescendre en termes de part d'apport de trafic, et Google revient encore plus fort qu'avant en termes de génération de visites, de sessions. Voilà, donc ça c'est aussi très important. Utiliser les médias sociaux comme carrefour d'audience organique, naturel, c'est quand même de moins en moins efficace. L'autre élément, c'est ce qu'on vous disait, les critères de classification, de visibilité changent constamment, et certains sont assez connus maintenant, mais commencent à s'imposer. Par exemple, vous avez le temps de chargement des pages. Alors ça, vous en avez évidemment entendu parler. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez appliqué vraiment des correctifs et des optimisations pour optimiser au maximum le temps de chargement des pages de votre site internet et de vos supports? C'est pas certain quand on voit globalement les sites qui sont encore accessibles aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre les positions Google, donc être placé assez tôt dans les top positions, et généralement lié aussi à un temps de chargement assez rapide des pages. L'autre élément aussi de classification, c'est la sécurisation aussi des transferts de données. Donc avec l'HTTPS, ça c'est quelque chose aussi qui commence à être une évidence. Puis de toute façon, ça devient bloquant maintenant. Dans certains cas, vous n'avez pas de certificat, ça vous bloque sur plein d'autres trucs. Et puis, les gens, parce que ça, faut jamais l'oublier, si les plateformes changent aussi, c'est parce que les gens évoluent aussi dans leur comportement. Alors on ne sait pas trop si c'est les plateformes qui font changer les comportements des gens ou l'inverse. Il y a un peu des deux certainement. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est Google qui nous le dit. Et là, il y a une infographie assez complète qui est sortie en début d'année, qui a été faite par Google, qui nous explique, avec les chiffres à l'appui, que la façon dont on recherche de l'information est en train fondamentalement de changer. Elle devient de plus en plus personnelle et individualisée. Beaucoup plus centrée sur moi, en fait, dans la recherche. Donc, plus 60% de recherche qui intègre pour moi, et plus 80% de recherche qui intègre devrais-je, où est-ce que je dois, où est-ce que je peux, voilà. Mais avec le jeu à l'intérieur, sous forme de questions. Voilà, donc ça aussi, ça change fondamentalement la façon dont on apporte des réponses. Et puis, vous l'avez entendu, vous l'avez vu passer, Facebook a changé fondamentalement, a pivoté complètement dans sa façon d'aborder la présence des marques, des entreprises, des médias dans sa plateforme, en disant quoi? En disant, en fait, on s'est trompé. On a fait une connerie. Pendant des années, on a laissé les marques s'installer. Et on n'aurait pas dû. Voilà, en gros, c'est un peu ça qu'il dit. Et en gros, aujourd'hui, il faut qu'on se recentre sur les moments personnels, sur le cercle personnel des gens. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les marques, les médias déjà noyés, faisaient du bruit sur les plateformes sociales, le faisaient pas de la meilleure façon. Et en plus de ça, ça ne générait pas des interactions qui avaient du sens pour les gens. Voilà. Donc ça s'appelle Meaningful Interactions. Et donc du coup, ils sont en train de revenir là-dessus en disant, déjà d'une part,
les likes, les réactions, ça aura plus autant de valeur qu'avant. Maintenant, c'est les commentaires et les partages, vraiment les conversations, les trucs qui sont impliquants socialement. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a des pages qui vont voir une chute conséquente de leur trafic et de leur visibilité et de leur portée dans ma plateforme. Et on le voit déjà, hein. Si vous vous connectez à Facebook depuis quelques semaines, vous voyez bien qu'il y a eu des changements quand même en termes de typologie de contenu. Voilà, donc tout ça, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'entre les changements de comportement de recherche et ce que une plateforme comme Facebook est en train de mettre en œuvre à travers son algorithme, tout ça c'est une question de moment personnel. Donc ça est très important dans la suite de ce que vous faites stratégiquement, c'est comment vous êtes capable, en tant que marque, de vous intégrer ou de vous rapprocher de la vie, du quotidien, des moments personnels des gens. Ça c'est vraiment très très important. Et donc du coup, en parallèle à ça, et on terminera là-dessus avant de passer du coup au pivot culturel stratégique que vous pouvez accomplir. On a aussi une autre contrainte qui est en train d'arriver, qui est à la fois une réponse et une contrainte. En fait, c'est une réponse au changement des plateformes, mais c'est quelque chose qui nous est imposé aussi dans ce qu'on doit produire et faire. Les formats qui changent. Donc là, on parlera d'AMP après. Donc on fera un focus là-dessus, sur le mobile. Vous avez aussi le live qui est en train de se développer très fortement, qui est quelque chose de assez compliqué pour la plupart des gens en fait à prendre en main, qui se professionnalisent maintenant. Vous avez aussi des nouveaux formats, alors des nouveaux formats tant dans le format au niveau du coup verticalité, ce qui est assez nouveau dans la production des contenus, mais aussi dans la typologie de contenu qu'on produit. Des mini-histoires, des anecdotes très courtes dans des formats totalement nouveaux et qui viennent en fait en annexe comme des bonus à côté du feed. En fait, ça c'est des trucs comme les stories par exemple. Et vous avez le 360 degrés aussi, le côté immersif du 360, qui devient tellement important que même Getty a lancé une partie de sa plateforme là il y a 2 semaines, avec des milliers de photos en 360 qu'on peut télécharger, et y compris des vidéos 360 qu'on peut désormais acheter directement sur Getty. Et ils disent qu'ils vont l'enrichir très fortement dans les mois qui viennent. Puis dernier point, ça préfigure aussi ce que je vais expliquer juste après, c'est que Facebook permet maintenant de faire des posts en 3D à l'intérieur de son feed. Je sais pas si vous aviez vu ça. Nous en fait on a testé, là on en fait pour plusieurs marques maintenant. En fait on peut créer des objets 3D à l'intérieur des posts. Ça bug, ça fait cracher les smartphones encore, même les plus récents. Là moi j'ai un smartphone récent, j'ai testé hier, ça a craché, ça a fait planter l'appli. Mais par contre, ça préfigure cette volonté d'aller vers des contenus beaucoup plus riches et immersifs, comme notamment du coup la VR par exemple, la réalité augmentée également. Sur mobile, vous avez aussi les technologies qui changent, on en parlera aussi tout à l'heure, et qui font que entre le natif et le web, il y a des rapprochements très forts actuellement. Vous avez évidemment tout ce qui est interface tactile, et puis vous avez les assistants vocaux qui deviennent de nouvelles interfaces. Et ça paraît un peu encore obscur, un peu opaque pour la plupart des gens, mais aux États-Unis, il y a déjà 20% de recherche en vocal, donc ils sont forcément en avance par rapport à la France. Et puis à côté de ça, ça va changer fondamentalement la façon dont une marque, une entreprise, un site, un contenu peut être mis à disposition et compétitif. Voilà. Donc tout ceci étant dit, n'ayez pas peur, on va vous expliquer ce qu'il faut faire, ou ce qu'il faudrait faire, pour pouvoir justement commencer à pivoter dans la façon de penser et la façon de faire. Voilà.